cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour, chers amis de Radio Grand Lac. Vous êtes bien en direct. Nous sommes le 28 octobre et ce matin, je vais vous faire voyager non seulement en Amérique du Sud, mais également dans le monde entier. Donc, restez bien à l'écoute parce que ça va être une émission extrêmement intéressante. Asseyez-vous confortablement dans vos fauteuils, attachez vos ceintures de sécurité et c'est parti. En route, tout d'abord, là, en direction de la Bolivie. Et je suis en compagnie d'une présidente d'une association qui s'appelle le France Bolivia, Michel Barry. Bonjour Michel. Bonjour. Et j'ai également le président des Savoyards du Monde qui est avec nous, monsieur Laurent Rigaud. Bonjour. Bonjour Laurent, bienvenue dans ce studio. Je crois que c'est la première fois pour tous les deux que vous faites une émission en direct. Donc, restez bien à l'écoute, je vais vous parler un petit peu de la Bolivie. Alors, ça va être assez succinct, je vais pas vous faire un cours de géographie, mais ce petit topo a été préparé par mon petit-fils qui a 15 ans et il y a pris beaucoup de plaisir. Donc, la Bolivie, eh bien, comme vous le savez tous, c'est un pays d'Amérique du Sud qui est enclavé et qui est grand comme 2 fois la France. Donc, elle est bordée par les Andes à l'ouest et l'Amazonie à l'est, et c'est l'un des 2 seuls pays d'Amérique du Sud à ne pas avoir accès à la mer. Donc, il y a un relief très contrasté. On a des montagnes à l'ouest, des terres basses et des plaines tropicales, et des vallées verdoyantes qui servent de point de contact entre les Andes et l'Amazonie. Et alors, il a une particularité, ce pays, c'est qu'il a 2 capitales. Michel, nous avons La Paz et le Sucre, je le dis bien? Tout à fait. Tu veux nous parler de ces 2 capitales Bien extrêmement sûr. importantes? Alors, Sucre reste la capitale constitutionnelle de la Bolivie. Lorsqu'elle a acquis son indépendance, donc Sucre a été nommée capitale. Et depuis, La Paz est devenue la capitale constitutionnelle, enfin dite constitutionnelle, mais en fait, elle ne représente que le siège du gouvernement. Ok, alors ces capitales ont une particularité. Elles sont perchées. La Paz est perchée à 3600 mètres d'altitude, et ce qui fait d'elle la capitale la plus haute du monde. C'est donc le cœur administratif et politique de la Bolivie. Et on a et l'autre capitale qui est Sucre, qui est une ville située dans les basses terres orientales, mais les basses terres à 2790 mètres, et je n'oublie pas les 90 mètres très importants pour lui, ce qui m'en a fait la réflexion tout à l'heure. C'est une capitale donc constitutionnelle où on trouve le centre éducatif important. Il y a des musées et des universités. Alors, il faut savoir que l'économie bolivienne repose en grande partie sur l'extraction et l'exportation de minerais, ainsi que sur l'agriculture. Donc, ce pays dispose d'importantes ressources naturelles et des réserves de gaz. Et donc, les mines, ce sont des mines de fer, de cuivre, d'étain, donc des ressources minières. Et vous allez voir pourquoi je parle de ces mines, parce que malheureusement, l'éducation scolaire, on va dire, elle n'est pas obligatoire, ou si elle l'est, en tout cas, on a des très jeunes enfants qui descendent dans les mines, et Michel va très bien vous en parler dans quelques instants. Et puis, on a aussi quelques cultures. On a le quinoa, le café, le cacao. Donc, je vais vous parler de l'éducation, et puis après, on va faire une petite pause musicale, et c'est Michel qui va prendre le micro. Donc, aujourd'hui, la Bolivie fait face à un gros problème, l'éducation. Ça veut dire que on observe une grande inégalité entre le milieu rural et urbain. En effet, les professeurs les mieux formés et les plus expérimentés travaillent essentiellement dans les grandes villes, où les enfants ont accès à un meilleur enseignement. Dans les campagnes, la durée des études est en moyenne de 4 ans contre 9 ans en ville. Donc, ces difficultés sont souvent dues au fait que les familles paysannes ont besoin du travail de main-d'œuvre des enfants pour vivre. Donc, on assiste à une très grande pauvreté et ça entraîne un gros problème dans le système éducatif. Et pour subvenir aux besoins de la famille, les parents sont très souvent contraints d'envoyer leurs enfants travailler. Donc, on va faire une petite pause musicale. Vous allez être transportés
par la flûte de Pan en Amérique du Sud. Et après, c'est Michel qui va prendre le relais. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis auditeurs, vous êtes toujours en direct sur Radio Grand Lac 92.1. Et je vais laisser la place maintenant à Michel Barry qui va nous parler de son association qui lui tient vraiment à cœur, et vous allez l'entendre avec toutes les émotions. Donc Michel, je te laisse parler de ton association, comment tu l'as créée et aujourd'hui où tu en es. Bonjour chers auditeurs, donc mon aventure avec la Bolivie commence en 2018 lorsque je voyage avec mon mari et nous, lors d'une randonnée, nous prenons en stop une dame qui attend depuis probablement bien des heures sur un haut plateau andin accompagnée de son petit-fils. Voilà, et nous nous arrêtons donc pour la prendre en stop et le voyage se poursuit donc accompagné de cette dame et de son petit-fils. Et cette dame parle très peu l'espagnol puisque nous sommes dans des communautés où les langues les langues régionales, on va dire, sont plus développées que l'espagnol en tant que tel. Mais malgré tout, voilà, nous arrivons à communiquer un peu. Et cette dame, au bout de quelques minutes de trajet, se tourne vers moi, m'attrape le bras, se met à pleurer et me dit « Je t'en supplie, emmène mon petit-fils, prends-le avec toi ». Et vous pouvez bien vous imaginer l'effet de cette demande, bien évidemment. Je ne sais que répondre à cette dame. L'émotion me submerge également et je lui réponds « Mais personne ne va pouvoir l'aimer plus que vous. Que vais-je pouvoir faire de votre petit-fils ? Je ne peux pas vous priver et je ne peux pas le priver de votre amour. » Et depuis ce jour-là, le visage de cet enfant me revient en permanence. Tous les jours, je le vois et bien évidemment, je continue mon voyage, je rentre en France et je suis submergée par cette détresse et je me dis que, eh bien, peut-être à mon niveau, je peux tenter de faire quelque chose depuis la France. Alors, je me mets en quête d'une association ou d'une fondation, peu importe, un organisme qui, sur place, pourrait me donner la possibilité d'avoir une action intéressante auprès des enfants dans ce pays. Et bien évidemment, la ténacité finit par payer. Lorsqu'on cherche quelque chose, on finit par le trouver. Et donc, en 2019, je prends contact avec une ONG sur place qui s'appelle Bolivia Digna, qui remplit en fait tous les critères qui sont les miens et toutes les valeurs en fait que je cherchais. Je prends donc contact avec cette fondation et nous nous mettons d'accord pour que je puisse venir les rejoindre et travailler un peu avec eux auprès des enfants. Leur mission étant justement d'intervenir auprès de 2 communautés défavorisées des quartiers de la ville de Cochabamba, donc dans l'ouest du pays. Donc le voyage se décide comme ça. Donc on est en 2019 et je programme mon départ pour 2020. Et je me rends donc dans cette fondation accompagnée de ma cousine pendant tout le mois de février 2020. Et pendant tout ce mois, j'ai pu vivre différentes expériences, toujours auprès des enfants, bien évidemment. Donc, je suis intervenue dans un service de chirurgie pédiatrique dans un hôpital de la ville. J'ai fait de l'accompagnement scolaire dans une école auprès d'enfants dont les parents étaient incarcérés. Et puis également différentes activités dans 2 communautés sur les communes de Sacaba, dans la banlieue de Cochabamba. Forcément, ce sont des expériences qui sont très, très marquantes, qui sont émotionnellement très, très fortes. Et je me dis que je ne peux pas revenir en France et oublier cette expérience, oublier ces enfants et ces familles avec qui j'ai tissé des liens très, très forts. Donc, je rentre juste avant le confinement en 2020 et je me dis, depuis la France, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Et bon, les projets se mûrissent bien évidemment sur le temps. J'ai de la chance de pouvoir repartir en 2022, refaire une mission d'1 mois dans cette même ONG. Et à mon retour, mûrit l'idée de créer une association ici
pour soutenir les actions faites par cette fondation et essayer de financer, de participer, de monter des projets pour rendre la vie de ces enfants plus heureuse. Parce que les enfants en Bolivie souffrent énormément de la pauvreté, d'une part, enfin, surtout dans les milieux urbains, bien évidemment. Alors, juste petite précision, mais qui a malgré tout son importance, il faut savoir qu'en Bolivie, 50% de la population rurale, encore aujourd'hui, n'a pas accès à l'eau potable. Donc voilà, on peut comprendre que la vie est très compliquée. Les familles de quartiers défavorisés, bien évidemment, ont des ressources très très limitées. Les ressources gagnées ce jour servent à nourrir la famille ce jour, et lorsque les ressources sont insuffisantes, bien évidemment, on prévoit d'envoyer les enfants travailler plus que de les envoyer à l'école. Précision également importante, la Bolivie est le seul pays qui a légalisé le travail des enfants. Donc forcément, sous couvert de cette loi, on envoie très facilement les enfants au travail, et dans des conditions qui sont bien évidemment déplorables, notamment quand il s'agit du travail dans les champs ou dans les mines. Avec une mortalité infantile qui est encore très très importante aujourd'hui. Donc, oui, j'avais lu même qu'il existe un syndicat de travailleurs enfants et adolescents. C'est juste invraisemblable. Alors oui, ça l'est. Alors c'est un peu un affichage politique, parce que ce syndicat forcément n'a pas un poids énorme au vu des décisions qui sont prises quant au travail des enfants. Mais effectivement, il a le mérite d'exister. Merci. J'ai vu aussi que l'ancien président Evo Morales avait rendu légal le travail des enfants à partir de 10 ans. Cette loi a heureusement été abrogée, mais sans pour autant diminuer le travail informel des enfants. Alors, elle n'a pas été abrogée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'âge légal du travail des enfants qui a été relevé, qui a été passé de 10 ans à 14 ans. Et on reste quand même dans un âge, très bas pour le travail des enfants. D'accord. Voilà. Et donc le projet d'une association mûrit, et en 2023, avec mon mari et une jeune volontaire que j'ai rencontrée lors de ma deuxième mission en 2022, nous décidons de fonder l'association qui s'appelle Bolivia Digna France. Notre objectif étant bien évidemment de financer des projets sur place, toujours en rapport avec ces enfants, pour leur rendre la vie un peu plus facile, et surtout aider les familles à aller de l'avant, et que les enfants puissent vivre leur véritable vie d'enfant, en leur apportant un peu de confort, en leur apportant des règles de vie, d'hygiène, tout simplement respecter leur véritable vie d'enfant. Et donc aujourd'hui, nous avons un peu plus d'1 an d'existence. Nous avons réussi à obtenir la reconnaissance d'intérêt général, ce qui permet à nos futurs donateurs de bénéficier d'une réduction fiscale. Donc, chers donateurs, si vous souhaitez nous aider, vous serez également aidés par l'État. Nous finançons des projets, alors pas de tout ordre, mais par exemple, nous avons contribué à la construction d'une cantine solidaire dans une des communautés dans laquelle nous intervenons. Nous avons donc accompagné les familles afin qu'elles développent un potager communautaire. Ce potager communautaire, la production de ce potager communautaire sert à la cantine communautaire. Cette cantine communautaire permet de nourrir aujourd'hui environ 90 enfants par jour. Et il faut savoir que souvent, c'est le seul repas que ces enfants ont sur une journée. Et également sont invités à cette cantine communautaire les personnes les plus âgées des différentes communautés que nous soutenons. Voilà, donc ça c'est un projet qui nous tenait à cœur, parce que finalement aider les communautés c'est toujours très intéressant, mais les associer à l'amélioration de leur vie c'est quelque chose d'encore plus important. Voilà. Et dans le cadre de l'accompagnement scolaire, nous avons mis en place un programme de fidélité entre guillemets pour les enfants, et nous essayons tous les mois de récompenser les plus assidus
aux cours que nous pouvons dispenser à la demi-journée, puisque petite précision, en Bolivie, les enfants ne vont à l'école que à la demi-journée. Le reste du temps, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, vous pouvez bien comprendre évidemment que dans des milieux très défavorisés, on n'est pas dans des fréquentations de bibliothèques ou on est plus dans le fait de travailler, de traîner dans la rue, de forcément parfois se livrer à des commerces plus ou moins licites, et donc pour encourager les enfants à fréquenter les centres de soutien, en fin de mois, nous essayons de les amener soit dans un parc d'attractions, soit au cinéma, ou de leur offrir un goûter, pour qu'ils se sentent considérés et leur donner l'envie de poursuivre dans cette voie pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. Mais c'est très compliqué, c'est véritablement un travail de fond sur lequel il faut travailler et encore travailler pour essayer de leur faire entrevoir un avenir meilleur. Donc cette association, bien sûr, le siège est en France. Vous pouvez effectivement prendre votre carte d'adhérent et, comme le soulignait Michel, vous profiterez d'une défiscalisation. Mais je pense que c'est pas, si vous le faites, c'est pas dans ce but-là. Donc il y a des petites missions, des petites opérations qui sont mises en place. Tu vas nous en parler ? Absolument. Pour trouver des fonds. Pour lever des fonds, nous avons mis forcément une cagnotte en ligne. Nous sommes en recherche de partenaires, des mécènes qui souhaiteraient nous accompagner dans le développement de ces projets. Et donc la petite trésorière dont je vous parlais tout à l'heure, elle habite dans le Maine-et-Loire, donc aussi bien à l'ouest de la France qu'à l'est de la France. Nous essayons d'avoir des actions ponctuelles pour essayer de recueillir des fonds. Et nous faisons donc des ventes de chocolat, de saucissons, et nous essayons de participer également à des manifestations dans différentes communes. Pour exemple, 2 ans que je participe à la fête de la rentrée sur la commune de Laravoir. Pour bien évidemment faire connaître l'association, mais également essayer de vendre des petites babioles faites main que nous chargeons de fabriquer autant Perrine que moi. C'est de l'artisanat pur, pour le coup français, mais que nous vendons au profit de l'association pour pouvoir financer nos projets. D'accord. J'avais noté aussi que quand tu étais sur place, tu avais appris à des dames, essentiellement, à faire un peu de crochet pour leur permettre de vendre leurs petits travaux et améliorer un tout petit peu leur quotidien. Et je ne sais pas si tu avais d'autres choses. Oui, comme je le soulignais tout à l'heure, en fait, dans ces communautés où les ressources sont vraiment très limitées, le salaire du jour sert, comme je l'indiquais tout à l'heure, à la vie du jour. Et donc, toute source de revenus est la bienvenue. Et ces mamans, il faut aussi leur apprendre finalement à faire des choses. J'aime beaucoup les travaux manuels, plus particulièrement le crochet. Et donc, j'ai profité lors de ma présence sur place, de pouvoir animer avec les mamans, au profit des mamans, donc un atelier pendant lequel je leur ai appris à fabriquer des petites poupées au crochet pour qu'elles puissent les vendre également et que ce soit une source de revenus supplémentaires. Oui, c'est magnifique de faire des petites actions comme ça. Donc, je reviens, il y aura une vente solidaire de chocolat. Ça, c'est en France, ça. Le salon de chocolat était très récent à Aix-les-Bains, les 12 et 13 octobre. Alors, vous avez peut-être fait le plein déjà pour les fêtes de Noël, mais je suis sûre que vous avez envie encore d'en acheter. Et il faut savoir que 18% du montant de la vente de ces chocolats reviennent à cette association. Donc n'hésitez pas. Comment on peut faire pour faire une commande sur Internet, j'imagine? Alors sur le site de l'association qui est boliviadignafrance.fr, vous trouverez toutes les informations et le QR code qui vous permettra de commander des chocolats si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est un partenariat avec un chocolatier de l'ouest de la France. C'est la 2e campagne de vente de chocolat que nous faisons avec lui. Et effectivement, 18% du produit de la vente est reversé à l'association.
Très belle initiative. Il y a d'autres projets là, à court terme qui pourraient permettre de faire entrer des fonds pour cette association ou Alors, notre petite trésorière, alors je dis petite parce qu'elle a la moitié de mon âge, donc je peux encore me permettre de l'appeler petite, est en train d'essayer d'organiser une course solidaire sur la commune d'Angers, où elle habite. Alors bon, forcément, c'est un peu compliqué parce que bon, il y a toute la sécurité à mettre en place, toutes les autorisations administratives à obtenir, mais voilà, c'est un projet que nous essaierons de mettre en place pour certainement le printemps prochain, et chaque kilomètre parcouru sera en fait des euros reversés à l'association. Et tu peux nous dire, il y a un prochain voyage prévu en Bolivie à titre personnel et puis... Alors, à titre personnel et pour le compte de l'association, parce que bon, les deux sont indissociables compte tenu des liens qui m'unissent à ce pays aujourd'hui. Je souhaiterais effectivement pouvoir y retourner en 2025. Je ne sais pas si ce sera facilement programmable sur le calendrier, mais voilà. Enfin, c'est un souhait, d'autant que j'ai récolté énormément de choses qui sont actuellement stockées dans mon grenier et qu'il va falloir un jour que je puisse porter à ces enfants. Donc, éventuellement, on peut donner à l'association des petits objets sans que ça soit trop encombrant. Peut-être des fournitures scolaires ? Absolument. Alors, je collecte effectivement des fournitures scolaires, des vêtements pour les enfants. Alors après, effectivement, faut pas non plus que ce soit ni trop volumineux ni trop pesant, parce que pour le coup, la surcharge de bagages finalement reviendrait à dépenser de l'argent totalement inutilement, et peut-être il vaudrait mieux finalement acheter sur place, ça reviendrait moins cher. Mais oui, à chaque voyage, je transporte énormément de choses pour les enfants. Et j'ai oublié de parler de l'accompagnement des volontaires. Voilà, les plus jeunes, les moins jeunes, qui seraient tentés par une expérience de volontariat sur place. Eh bien, nous nous chargerons de les accompagner depuis la France jusqu'à la Bolivie, et leur prise en charge donc par la Fondation Bolivia Digna sur place. Et donc ils peuvent, voilà, toutes les personnes qui seraient intéressées pour faire un séjour là-bas peuvent passer de 15 jours à 1 an sur place en fonction des possibilités, des volontés, pour travailler, œuvrer auprès des enfants. Et du coup, à chaque départ depuis la France, eh bien, j'essaie de donner un colis à chacun pour transporter les petites choses que j'arrive à collecter pour les enfants. Donc, si vous avez envie de faire un voyage et d'apporter du soutien à cette association, n'hésitez pas à aller voir le site, donc boliviadignafrance.fr. Vous pourrez non seulement commander des chocolats, mais vous pourrez apporter une aide matérielle ou une aide financière, et aller sur place. Et, effectivement, est-ce qu'il faut des compétences particulières est-ce que c'est au niveau médical? Est-ce que des enseignants? Est-ce que des spécialistes? Je pense qu'il faut simplement écouter son cœur et laisser à sa sensibilité à parler. Et je pense qu'à partir de ça, on est capable de faire de bien plus belles choses que quand on a des compétences techniques particulières. D'accord, merci Michel pour cette belle intervention. Et nous allons faire une petite pause musicale pour introduire la deuxième association, Laurent Rigaud, qui est président des Savoyards du Monde. Et pour ce faire, nous allons écouter l'hymne national de Savoie. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis, auditeurs de Radio Grand Lac 92.1, restez bien à l'écoute parce que nous allons encore voyager. Après ce voyage en Bolivie, c'est Laurent Rigaud qui est président des Savoyards du Monde, à qui je vais laisser le micro, et vous allez découvrir des choses exceptionnelles. Laurent, à toi. Merci beaucoup Mireille, et je suis très heureux aujourd'hui de participer à cette émission sur Radio Grand Lac. Donc, je suis président des Savoyards du Monde, une association qui a été créée en 1933 par le sénateur Borel pour rassembler les associations qui existaient à Paris, en France, et puis à l'époque dans les colonies. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Savoyards ont beaucoup émigré. On n'en parle pas beaucoup, mais on a des périodes d'émigration qui ont été très importantes.
puisque les temps étaient très durs ici sur nos territoires, surtout en haute montagne. Et donc, il y a eu d'abord une émigration saisonnière, donc avec les colporteurs. Certains parlent des ramoneurs, mais j'en parle un peu moins parce que c'était pas autant que ce que l'on en dit. Et puis ils partaient comme ça pendant l'hiver pour aller gagner un peu de sous et rentrer au pays pendant l'été pour faire les travaux de la ferme pendant l'été. Cette émigration est devenue une émigration permanente. Surtout dans les grandes villes. Donc, on a eu à partir de 1800, une grosse émigration sur Paris. On a eu une population savoyarde à Paris qui a atteint ses plus hauts niveaux en 1947, puisqu'il y avait 100 000 Savoyards qui vivaient à Paris. Et à l'époque, il y avait 500 000 Savoyards qui vivaient sur les 2 départements. Donc, ça faisait 20% de la population savoyarde à Paris, sans compter le reste. Il y avait environ 30% de notre population qui était partie pour améliorer leur quotidien. Donc au départ, c'était de la petite main-d'œuvre qui, à force de travail, a réussi à progresser, à devenir commerçant et surtout à bien s'organiser, à bien travailler ensemble. Donc sur Paris, j'ai identifié à peu près une centaine d'associations à l'époque. La première association qui a été créée par les Savoyards, c'est la Savoisienne philanthropique de Paris, qui était avant tout une association pour aider les pauvres ouvriers ou les pauvres Savoyards qui travaillaient là-bas, qui étaient dans le besoin. Et puis après, il y a eu toute une série d'associations qui sont créées, qui étaient avant tout des mutuelles qui aidaient les nouveaux arrivants à trouver du travail, à les aider quand ils étaient en difficulté, à aller voir un médecin. Et puis, malheureusement, quand il y avait un décès, rapatrier le corps, aider la veuve, etc. Donc, on a été, les Savoyards, les précurseurs de ce qu'on appelle la mutuelle aujourd'hui. Félicitations. C'était. Faut être fier, hein. Oui, j'en suis très fier. J'en parle beaucoup parce que les gens ne savent pas. On parle souvent de mutuelle, même dans la vie de tous les jours. Absolument. Et en fait, on était donc un Savoyard arrivé à Paris. Il adhérait à l'association générale de son village, de sa ville ou de son canton. Il avait une adhésion annuelle et puis il avait une petite adhésion mensuelle qui lui permettait d'aller voir un médecin, qui lui permettait d'avoir des jours de maladie payés. Un gros avantage financier. C'était très important. Donc, quand on pense à ça, vous imaginez en 1840, vous débarquez de votre petit village de Savoie et vous êtes aidé. Dès que vous arrivez, vous êtes aidé, vous êtes suivi. Et puis, alors, c'est une communauté qui vivait ensemble. Il y avait une organisation incroyable, non seulement au niveau des amicales et des mutuelles, mais aussi il y avait des clubs sportifs, des clubs politiques. Il y avait une grande solidarité, un accompagnement très fort sur le terrain. C'était vraiment incroyable. Je fais beaucoup de recherches actuellement. Je travaille sur la ville de Paris et je découvre des choses incroyables dans les archives. De cette solidarité et d'entraide qu'il y avait entre Savoyards. Et même si on venait d'un petit village ou d'un petit canton et qu'on participait à une association, on était toujours en aide avec les autres. Alors on était en aide avec les autres sur Paris, ou sur Lyon, ou sur Clermont-Ferrand, ou ailleurs. Mais on aidait aussi au village. Donc dès qu'il y avait un problème au village, on parlait tout à l'heure d'éducation, il y a plusieurs associations de Paris qui ont permis aux enfants d'aller à l'école dans nos villages, d'acheter des fournitures scolaires, etc. Quand il y avait un incendie, ça arrivait souvent dans les villages à cette époque-là. On aidait à reconstruire les maisons, on essayait d'aider tout le monde. Donc c'était soit le maire, soit le curé qui faisait un appel. Les maires et les curés étaient très présents dans cette émigration, donc ils montaient régulièrement à Paris parce qu'ils suivaient un petit peu leur population. Et puis pour le maire, c'était intéressant pour se faire réélire, et puis le curé de contrôler un petit peu ses ouailles. Donc voilà quoi. Donc ces associations se sont fédérées. L'Union mondiale, donc à l'époque, s'appelait l'Union mondiale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union mondiale, qui s'appelle aujourd'hui les Savoyards du monde, a été créée à Aix-les-Bains en 1933. Et depuis 1933, donc on fait un rassemblement annuel qui a lieu une année en Savoie, une année en Haute-Savoie.
toujours le premier week-end d'août. Et le prochain rassemblement aura lieu à Aix-les-Bains, notre ville un petit peu historique des Savoyards du monde. Et donc oui, cette fédération a évolué avec le temps, bien entendu, puisqu'aujourd'hui on a encore des associations en France, on en a qui sont très actifs, notamment sur Lyon, sur Paris. Mais aujourd'hui, c'est plus comme avant, puisqu'on peut circuler très librement. On a encore une association de Savoyards à Grenoble, mais aujourd'hui, on a combien de Savoyards travaillent à Grenoble et vice versa. Donc, mais on maintient quand même ces traditions. Et donc, il y a eu une évolution, bien entendu. Donc, aujourd'hui, on est une vingtaine d'associations en France et à l'étranger. Et puis, nous avons des délégués. Donc, on a identifié des Savoyards qui vivent à l'étranger, et quand ils ne sont pas assez nombreux pour faire une association, on les encourage à devenir délégués, à représenter notre association. Et l'idée, c'est de faire un grand réseau dans le monde, pour aussi bien amical que ça peut être aussi pour un entrepreneur qui part, un jeune étudiant qui va étudier dans un pays avec qui on met en contact. Et donc on réseaute beaucoup en fait. Et depuis quelques semaines, il y a un nouveau délégué en Namibie. Oui, voilà, tout à fait. Didier Pijolet. Voilà, Didier Pijolet. Vous connaissez tous. On a aussi une nouvelle déléguée à Shanghai, en Chine, et on continue ce travail de mise en place de personnes. On a identifié à peu près 10 000 Savoyards dans 62 pays. Hier, j'en ai identifié quelques-uns en Bolivie, en demandant à mon collègue qui vit dans la région de m'identifier des personnes. Donc voilà, notre idée, c'est de continuer à réseauter, de mettre en avant notre territoire, notre histoire, ne pas oublier cette histoire de l'émigration savoyarde, de continuer à faire des actions. Nous avons chaque année les trophées des Savoyards du monde, qui récompensent 6 Savoyards qui vivent hors des pays de Savoie. Donc ça peut être aussi bien un Savoyard de Lyon qu'un Savoyard de Buenos Aires ou de Sydney, qui a un parcours assez atypique, exceptionnel, qui a fait quelque chose soit pour la Savoie, soit pour sa carrière, soit pour les autres. Et on a vraiment découvert en lançant ces trophées qu'on avait des talents exceptionnels partout dans le monde. Et donc, ce sont tous des actifs en général. Et donc, ça nous fait un nouveau réseau au sein déjà de notre réseau. J'avais noté que c'était le trophée des Savoyards du monde, donc dans le domaine de la gastronomie, de la culture, de l'entrepreneuriat, du sport et de l'humanitaire. Et nous avons la chance d'accueillir dans le studio Karine Dubouché-Revol, qui est venue gentiment dans le studio pour voir Laurent Rigaud. Voilà, je suis très content de voir Karine, qui est une amie très chère et qui a aussi est venue l'année dernière parce que j'organise chaque année un festival savoyard qui s'appelle Alfest aux Émirats, où on fait la promotion de notre territoire, donc par la gastronomie, la culture, le sport. Et donc Karine est venue présenter sa carrière, son sport, et c'était tellement bienvenue que cette année elle repart avec nous. On remet ça pour le mois de novembre, où on va aller donc aux Émirats pour promouvoir la Savoie. Parfait. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, c'est vrai qu'on parle souvent des Auvergnats à Paris, mais je suis heureuse d'apprendre que les Savoyards ont aussi se tisser ces liens, ces réseaux, Tout à fait. Je vais pas spéculer sur. On les met pas en concurrence, en concurrence, bien évidemment. Je pense qu'en regardant un peu l'histoire, les Savoyards étaient là. Il y a déjà bien longtemps, très bien organisé. On parle toujours de l'organisation des Auvergnats à Paris, mais on peut en dire autant avec ces Savoyards qui restaient très attachés à leur territoire, à leur identité, qui reste toujours très forte dans notre région. Et donc après il y avait des ententes, c'était très amical entre toutes les régions de France. Aujourd'hui, dans le monde, les associations qui sont le plus actives, ce sont bien entendu les Savoyards, les Alsaciens, les Bretons, les Basques. Ce sont les 4 régions les plus actives dans le monde qui ont un petit peu un réseau comme le nôtre.
D'accord. Donc, on a recensé combien de Savoyards comme ça dans le monde? C'est possible aujourd'hui avec écoutez, les outils qu'on a actuellement. Oui, on peut. Alors moi j'ai commencé ce travail il y a quelques années. Bon, j'ai été élu pour les Français du Moyen-Orient, donc c'était facile déjà d'identifier à partir des listes que j'avais dans ma région. D'identifier, d'abord j'ai essayé d'identifier ceux qui vivaient autour de moi, puisque je vivais aux Émirats. Donc on a créé une association en 2011 aux Émirats. Aujourd'hui, il y a à peu près 250 Savoyards qui vivent là-bas. Et puis, dans le monde, on estime probablement entre 40 000 et 50 000. J'en ai déjà identifié, comme je disais tout à l'heure, à peu près 10 000. Il y a 3,5 millions de Français à l'étranger. Donc, quand on regarde un petit peu les listes par pays, on a à peu près 1 à 2% de Savoyards sur ces listes. Donc, ça ferait à peu près 50 000. Alors, est-ce que nos Savoyards qui travaillent à l'étranger reviennent après en France, en Savoie ou en Haute-Savoie, pour profiter de leur retraite et manger à nouveau nos bons produits, sur une petite raclette, une robe blanchonnade, tout ce qu'on aime. Oui, les Savoyards, ils sont très attachés à leur territoire, donc déjà même s'ils sont expatriés, ils vont continuer à venir, bien entendu, au pays. Moi, j'ai vécu 41 ans à l'étranger. Je viens juste de rentrer en Savoie pour justement profiter. J'ai tellement promu la Savoie à l'étranger que j'ai besoin d'en profiter aujourd'hui. Et je vis en plus sur un très beau territoire, la vallée des Entremonts en Chartreuse, où ma famille est originaire. Et donc, bien sûr, on rentre. C'est normal qu'on rentre. De toute façon, c'est le rêve de tout émigré de rentrer un jour au pays. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le rôle, par exemple, d'un délégué dans un pays ? Un délégué dans un pays, c'est avant tout nous représenter, être un peu le porte-parole de l'association, le porte-parole de notre territoire, essayer d'identifier des Savoyards autour de lui. Et puis, à force, quand on est plusieurs, on crée vite une association, et puis que cette association rejoigne les Savoyards du monde et qu'on agrandisse notre réseau et qu'on dynamise ce réseau qui est quand même important. Et donc, on a aujourd'hui des délégués qui sont quand même très actifs. Donc, c'est un ambassadeur en quelque sorte. C'est un ambassadeur de la Savoie. De toute façon, je dis toujours, on en parle souvent, tous les expatriés sont avant tout des ambassadeurs de leur région et de leur pays. Exactement. Exactement. Moi, j'ai toujours fait depuis le début de mon expatriation. Alors, si on a envie de rejoindre cette association, comment fait-on? Alors, tout qu'on simplement, soit ici en France ou à l'étranger. En fait, on a des gens qui nous rejoignent régulièrement. Donc, on peut aller sur notre site. Donc, on a un site qui s'appelle savoyard-du-monde.org. Un site qu'on vient de redynamiser, de remettre à jour. Et dessus, il y a les contacts. Donc, il y a une carte du monde et il y a les contacts de toutes les associations, tous les délégués. Et puis, on peut trouver notre contact qui est sur le site. Et puis après, en général, les gens nous envoient des mails. On regarde un petit peu. Il y a souvent des gens qui nous envoient des mails pour nous dire je veux aller dans tel pays, ou est-ce qu'il y a une association dans cette région. Et on essaie d'encourager les gens à créer des associations aussi, parce que la vie associative est devenue un petit peu compliquée. Le renouvellement n'est pas toujours là. Absolument. On a récemment justement sauvé une association à Paris qui s'appelle l'Alliance catholique savoisienne, qui a été créée en 1903 et qui a énormément aidé les Savoyards de Paris, notamment les gens qui étaient en grande difficulté. Et c'était une association qui allait partir, et on a réussi à grouper quelques personnes sur Paris pour reprendre cette association, pour justement continuer tout ce qui a été fait, parce qu'il y a une histoire fabuleuse. C'est rassurant, parce que quand on décide d'aller s'installer à l'étranger, souvent c'est une décision professionnelle d'ailleurs, pour une création d'entreprise, mais ça doit être très très rassurant effectivement d'avoir ce réseau et d'avoir tout de suite des contacts, et sans barrière de la langue également, bien qu'aujourd'hui il y a des outils pour communiquer, mais bon, donc c'est vraiment quelque chose qui doit permettre aux personnes qui ont décidé de faire leur valise et d'aller s'installer à l'étranger d'être rassurées complètement dans ces démarches. Oui, tout à fait. Je pense que ça a beaucoup évolué, mais
On est d'ailleurs régulièrement contacté, je le suis aussi, sur des gens qui veulent aller s'installer dans tel ou tel pays, un étudiant qui va aller faire un stage. Je place beaucoup de jeunes, notamment sur les Émirats. J'ai fait toute ma carrière dans l'hôtellerie, donc c'est un peu plus facile de placer un jeune en stage dans ces grands hôtels. Et c'est vrai que quand on arrive quelque part qu'on connaît personne, ou même juste pour préparer son voyage, ça peut être des gens. On a des gens qui nous ont contactés, qui venaient en vacances ou qui avaient besoin de savoir. Un jeune entrepreneur qui part pour explorer des opportunités dans un pays et à qui on donne un contact de Savoyard et ça marche tout de suite. Il y a toujours un contact. On a en 41 ans d'expatriation, j'ai jamais eu de problème avec des Savoyards. On revient toujours à la solidarité, voilà. Absolument. Dès qu'on se rencontrait, on avait des affinités, on avait des connaissances communes. On est un petit territoire, donc on a toujours des gens qu'on connaît. Je me rappelle d'une soirée chez moi où il y avait 2 Annéciens qui s'étaient pas vus depuis 30 ans, qui se rencontraient chez moi par hasard et qui avaient été à l'école primaire ensemble à Annecy. Incroyable. C'est incroyable. Donc on a des très belles histoires de succès savoyard à travers le monde. Oui. Aussi bien de jeunes que d'entreprises qui ont osé aller voir ailleurs et puis qui ont réussi à bien s'implanter. Donc on a vraiment des talents fabuleux et on le voit dans la liste de nos lauréats. On découvre des gens exceptionnels, extraordinaires et qui sont peut-être pas connus sur notre territoire, mais qui sont très connus dans le pays. Je vais prendre l'exemple d'un Mauriennais qui chante en chinois en Chine et qui remplit des stades, qui est un peu connu ici, mais voilà, ça a été un de nos premiers lauréats. Et puis d'autres personnes qui ont des histoires fabuleuses. On a récompensé l'année dernière un missionnaire qui vit dans la rue au Brésil avec les enfants et qui essaye de les réinsérer. Donc ça, c'est superbe. On a vraiment des personnages merveilleux dans notre diaspora. C'est magnifique. D'autres choses à ajouter, Laurent Écoutez, nous, aujourd'hui, donc l'objectif, moi, en revenant m'installer ici, c'est de continuer à développer cette association, de vraiment faire, comme je l'ai dit, un réseau dynamique. D'aider aussi les jeunes qui veulent aller s'installer ailleurs, parce que c'est ce que j'ai fait quand je suis parti de l'école hôtelière de Chamonix avec mon BEP de serveur et pour aller apprendre l'anglais à Londres. Et puis après, ça a été une vie de rencontres. À 19 ans, j'avais noté. Voilà, c'est ça. Oui, je suis parti à 19 ans. La Grande-Bretagne, l'Australie, Hong Kong, Taïwan, Philippines, Liban, Koweït, Gabon, Ghana, les Émirats. Là, je vous fais voyager en peu de temps. Quel parcours. Mais ça a été le hasard. Ça a été des rencontres, des fois du hasard. Vous parliez de l'Australie. Je travaille à Londres. Je passe devant l'ambassade d'Australie. Il y a un grand panneau qui dit nous cherchons des immigrants. Des chefs de rang, des maîtres d'hôtel, des cuisiniers français ou italiens. Je pousse la porte et on me dit vous êtes un candidat idéal, pourquoi vous partiriez pas en Australie? 3 mois plus tard, je partais en Australie. Et après, je rencontre quelqu'un là-bas sur place, je passe 3 ans, mon patron me dit écoute, je pars à Hong Kong, est-ce que tu veux venir avec moi? Voilà, ça a été des rencontres. En fait, j'ai jamais fait d'entretien d'embauche. Il n'y a pas de hasard, de toute façon, les choses se présentent. Et puis, on a une capacité, les Savoyards, c'est que nous sommes des travailleurs. Et je pense que ça a été, dans des métiers comme l'hôtellerie, ça a été très important par rapport aux autres. Et on arrivait à être peut-être beaucoup plus compétitifs. Comme nos émigrants à Paris, quand ils arrivaient, qu'ils avaient un petit boulot et puis qui, à force d'économiser, ils ouvrent un petit commerce. Puis après, ils sont devenus des grands commerçants. Je pense là tout d'un coup à un Aixois qui s'appelle Jean-Baptiste Martin, qui était parti au Panama pour le canal du Panama et qui avait fait fortune et qui avait ouvert un restaurant à New York, qui était le plus grand restaurant de New York au début du dernier siècle et qui avait un restaurant où il avait 450 employés. Et c'était un truc énorme, c'était le plus grand restaurant français de New York. Et dès qu'il y avait un Savoyard qui débarquait à New York, il l'embauchait. Donc il avait la moitié de son personnel était.
je dirais pas originaire d'Aix-les-Bains, mais était du pays, quoi. La spécialité du restaurant, c'était pas la raclette? Non, pas du tout. Ouais, ça, c'est plus récent, la raclette, les plats comme ça. Mais voilà, donc des gens qui avaient envie qui avaient pas peur de travailler, qui avaient, bon, déjà, ça faisait partie un petit peu de leur éducation, de la façon de voir comme les parents travaillaient. Leur ADN. Voilà, leur ADN, c'est ça. Et puis qui réussissent, qui restent toujours humbles, parce qu'on n'oublie pas qu'à la base, nous sommes des ruraux. Et on garde, il faut toujours savoir garder notre simplicité et rester humble. Et je pense que ça, c'est une des qualités des Savoyards. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. À moins que Michel, tu souhaites rajouter des choses concernant la Bolivie. Laurent? Moi, j'ai oublié de vous parler qu'on a écrit un très beau livre qui s'appelle Savoyards du monde, une petite histoire des associations de Savoyards, et qui parle de l'immigration. C'est un livre qu'on a fait l'année dernière pour nos 90 ans. D'accord, on peut le trouver. On le trouve dans toutes les bonnes librairies de Savoie, puisque ce livre, on l'a fait avec la Fontaine de Siloé. D'accord. Et on peut aussi le trouver au sein de notre association, de nos associations, puisqu'on a des dépôts partout. Et ça retrace un petit peu l'histoire de toutes ces associations, mais surtout de l'histoire de l'émigration. C'est un livre illustré? Ah oui, il est magnifique. Un très très beau livre. Je vous le montrerai après, parce qu'il est encore sous le cellophane. Je suis désolé. D'accord, ok, je peux pas l'ouvrir. Voilà, mais avec de très belles photos, des vieux articles de presse. D'accord. On a collecté beaucoup d'articles du Savoyard de Paris, qui était un journal très connu à Paris et qui avait 90 000 lecteurs par semaine. D'accord. Pour vous montrer un petit peu l'impact quand même Alors, je vous invite vraiment à acheter ce livre qui s'appelle Savoyards du monde. Une édition, c'est chez... Quel est l'éditeur? La Fontaine de Siloé. Voilà, donc vous avez la réponse. N'hésitez pas à vous le procurer. Les fêtes de Noël arrivent. Voilà, ça serait peut-être un excellent cadeau de Noël. Un super cadeau, tenez, je absolument. Au hasard. On parle de l'Amérique du Sud aussi, puisqu'on a des associations en Argentine et en Uruguay. Voilà. Et là, vous allez encore voyager. Voilà. Grâce à cette association, voilà. Donc, grâce à ce livre, voilà. Effectivement magnifiquement illustré. Donc, je vous invite à le commander dans les librairies et à l'offrir, surtout. On parle de nos associations. On parle souvent de l'émigration en Argentine, mais les Savoyards ont émigré un petit peu partout dans le monde. Hein. Donc, d'accord. On a eu... mais là, dans ce livre, on en parle aussi, puisqu'on a des associations actuellement qui sont très actives en Argentine et en Uruguay. Parfait. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission. Alors, je voulais vraiment remercier Michel pour son association France Bolivia. Et puis, bien sûr, Monsieur Rigaud, là, qui est ici présent. Je n'oublie pas, sinon Jean-Pierre Germain va me faire les gros yeux, de vous présenter la prochaine émission qui aura lieu à 18h et 19h et qui s'appelle C'est local et c'est bon, Ève et Françoise. D'autre part, je donne le bonjour à Daniela qui est au Chili, qui est à Santiago et qui nous écoute. Il y a un petit décalage de 2 heures. Et puis, je remercie mes 2 assistants, Elouan et Luis, qui ont permis de préparer également cette émission avec moi. Donc, je vous souhaite, chers amis auditeurs de Radio Grand Lac, restez en ligne puisque vous allez avoir sans doute le journal avec Maxime. Et puis, d'autres, en tous les cas, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. Belle journée à vous. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.